J'écoutais cette histoire insensée au sujet de deux vieilles dames. Elles se faisaient confiance entre voleuses. Elles n'étaient pas comme vos grand-mères douces et gentilles. Ils étaient en fait des hommes morts. Le matin du 8 novembre 1999, le service de police de Los Angeles reçoit un appel d'urgence. Un cadavre avait été découvert dans une ruelle de l'avenue La Brea à Hollywood. Ils ne pouvaient pas dire s'il s'agissait d'une victime d'un accident de la circulation ou d'une victime de meurtre qui avait été jetée dans la ruelle. C'était un homme blanc, âgé, sans identité, probablement un sans-abri. Après une fouille plus approfondie, les enquêteurs émettent une théorie sur les événements. Il était évident qu'il avait été écrasé par une voiture. Il y avait des traces d'huile sur ses vêtements et il avait des éraflures parce qu'il avait apparemment été traîné sur la chaussée, sous une voiture. Il n'y avait pas de témoin ni de caméra qui avait filmé la scène. Il n'y avait rien. Un rapport d'autopsie indique que l'homme était couché lorsqu'il a été heurté par la voiture. Il était très étrange qu'un sans-abri dorme en plein milieu de la ruelle. On a cherché les habituelles traces d'alcool, de cocaïne et de marijuana, les drogues de prédilection des sans-abri. Mais on n'a rien trouvé. Rien du tout. Grâce à ces empreintes digitales, nous avons enfin pu déterminer son identité avec le département de la justice de Sacramento en Californie. Paul Vados, 73 ans, est un immigrant hongrois qui réside en Californie. Mais juste avant que l'on découvre son identité, deux femmes se sont présentées au poste de police de Wilshire pour remplir un rapport de personnes disparues. Helen Goley et Olga Rutherschmidt sont deux femmes âgées de plus de 70 ans, bien vêtues et inquiètes. Elles cherchaient un dénommé Paul Vados. Il était le fiancé de Helen et un lointain parent d'Olga venu de Hongrie. Les deux femmes s'occupaient de lui et il avait disparu quelques jours auparavant. Malgré le choc, les deux femmes sont pressées d'obtenir un certificat de décès afin de faire une réclamation aux assurances. Mais il faut un certain temps pour mener une enquête. Elles prétendaient qu'il n'avait pas de famille et qu'elles étaient les seules personnes au monde à s'occuper de lui. Elles sont venues, ont identifié M. Vados et ont dit qu'il s'agissait d'un proche. Puis elles ont pris possession du corps au bureau du coroner. Elles prétendent avoir pris soin de lui. Mais elles prennent d'étranges décisions et font inhumer Paul Vados dans une tombe d'indigents. Six ans plus tard, le 22 juin 2005, le service de police de Los Angeles reçoit un appel d'urgence. On a retrouvé un corps dans une ruelle du boulevard Westwood, dans l'ouest de Los Angeles. L'homme avait sur lui des pièces d'identité laminées. Selon ces cartes fabriquées à la main, il s'agit de Kenneth McDavid, 50 ans, de West Hollywood. Le rapport d'autopsie révèle que sa poitrine a été aplatie. Une blessure correspondant à un écrasement par une voiture circulant à basse vitesse. Certaines de ses côtes ainsi que sa colonne vertébrale sont fracturées et des éraflures suggèrent qu'il a été traîné sur une distance de plusieurs mètres. Sa tête a été écrasée et pourtant, ses lunettes sont intactes. Un rapport de toxicologie révèle la présence de drogue et d'alcool dans son organisme.
Kenneth McDavid avait un taux d'alcool élevé et avait ingéré du zolpidem sous forme du médicament Ambien, un somnifère très puissant, puis de l'hydrocodone, c'est-à-dire du Vicodin, et du topiramate. La combinaison de toutes ces drogues et de l'alcool l'ont assommé. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'est évanoui dans la ruelle et espèrent que les caméras de sécurité à proximité ont capté la scène. Ce n'est qu'après avoir regardé les vidéos de surveillance des commerces environnants que nous avons eu des soupçons. Ces vidéos montraient un véhicule venant de la rue Ohio qui tournait et avançait dans la ruelle. Puis il s'est arrêté et ses phares se sont éteints. On ne pouvait pas voir ce qui se passait à partir de ce moment-là. Puis les phares se sont ensuite rallumés, le véhicule a reculé, puis avancé à nouveau dans la ruelle. Les enquêteurs sont convaincus que la situation est anormale et demandent que les images soient retouchées par ordinateur. On ne pouvait pas lire la plaque d'immatriculation et on ne voyait pas qui était dans la voiture. Les enquêteurs déterminent qu'il s'agit d'une voiture familiale de marque Ford Taurus ou Mercury Sable. C'était une voiture familiale dont les vitres de côté avaient des contours et des formes uniques. Les policiers fouillent le secteur, mais ne trouvent ni indice, ni témoin du crime, et le dossier est mis de côté. Sept mois plus tard, l'enquêteur d'une compagnie d'assurance à la recherche de documents dans le dossier de Kenneth McDavid contacte le service de police de Los Angeles. Il a affirmé aux enquêteurs que 2 femmes avaient fait une réclamation. Elles se nomment Helen Goley et Olga Rutherschmidt et sont bénéficiaires de plusieurs polices d'assurance au nom de Kenneth McDavid. Les polices d'assurance de M. McDavid totalisaient $1 million. Alors, nous avons eu une discussion au poste. C'était très étrange. Un enquêteur qui ne travaillait pas sur ce dossier écoutait notre conversation à l'autre bout de la pièce. Il s'est mis à réfléchir et il a sorti le dossier de Paul Vados. Nous avons alors compris que nous étions en présence des mêmes circonstances et des 2 mêmes femmes. Les 2 mêmes femmes qui prétendaient être des proches de la victime et qui faisaient une réclamation aux assurances. Que ces 2 femmes ressurgissent dans un nouveau dossier paraît étrange. Elles semblent pourtant des suspectes improbables. Ces 2 vieilles dames de plus de 70 ans ne pouvaient pas avoir tué ces hommes. Il nous manquait des détails. Il y avait quelque chose de louche. En 2005, les enquêteurs de la ville de Los Angeles ont des soupçons au sujet d'Helen Goley et Olga Rutherschmidt. Les 2 femmes se présentent comme étant les seuls bénéficiaires des assurances de Paul Vados et Kenneth McDavid, qui sont tous 2 morts dans des circonstances similaires à 6 années d'intervalle. Ces hommes étaient des itinérants, alors il était étrange qu'on ait pris des polices d'assurance si élevées en leur nom. Les enquêteurs des départements des homicides et des fraudes d'assurance du service de police de Los Angeles sont mis au courant des 2 cas. J'assistais à la réunion et j'écoutais cette histoire insensée au sujet de 2 vieilles dames, de 2 hommes décédés au cours de délits de fuite et de police d'assurance. Le département des homicides s'est chargé du dossier et nous avons commencé à y travailler. Le département des homicides s'allie au FBI et au département des assurances de l'État de Californie. Les enquêteurs vérifient si Helen Goley et Olga Rutherschmidt ont des casiers judiciaires, mais trouvent bien peu de choses. Olga a été arrêtée pour vol à l'étalage et Helen n'a pas de casier. Nous ne savions pas si elles travaillaient, ni d'où elles se connaissaient, ou encore si elles étaient parentes avec les victimes. Nous ne savions rien. J'ai donc décidé d'assigner une équipe de surveillance à chacune d'elles. Une décision pour laquelle mon partenaire et moi avons été critiqués. Nous avions assigné des équipes de 12 à 15 hommes à 2 vieilles dames. Peu à peu,
des bribes d'informations sur le passé des deux femmes font surface. Helen et Olga avaient une relation complexe. Elles s'étaient rencontrées dans les années 80 et avaient formé un duo d'arnaqueuses. Helen Louise Salisbury Goley voit le jour en 1931 dans le comté d'Eastland, au Texas. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de sa mère, mais nous savons que son père est mort subitement dans un accident de voiture. Pendant la majeure partie de son enfance, Helen est élevée par son grand-père maternel. Après son décès, on l'envoie vivre chez un cousin à Hoquiam, dans l'État de Washington. Helen a grandi dans une famille plutôt décousue. En psychologie, nous savons que notre enfance a un impact important sur notre comportement futur. Nous sommes marqués par les expériences de notre enfance. Helen passe de foyer en foyer et est enfin placée en famille d'accueil. Après l'école secondaire, elle se rend en Californie où elle se marie et a 2 enfants. 9 ans plus tard, elle se marie à nouveau et a un 3e enfant, mais elle divorce une fois de plus. Elle tente de gagner de l'argent dans le domaine de l'immobilier en achetant des appartements dans le but de les louer. Mais c'est un milieu difficile. Dans les années 80 et 90, il y a eu une crise sur l'encadrement des loyers et les propriétaires n'arrivaient pas à garder leurs immeubles sécuritaires et à faire les réparations nécessaires parce qu'ils ne pouvaient pas augmenter suffisamment le coût des loyers pour faire des profits. Plusieurs propriétaires laissaient leurs immeubles vacants. Helen a des idées originales pour gagner de l'argent supplémentaire. Elle se met à épier ses locataires dans l'espoir de les surprendre dans des activités qui lui permettront de distribuer des amendes et de faire ainsi de l'argent facilement. Open up! Sous plusieurs aspects, elle était un tyran. Elle croyait mériter tout ce qu'elle voulait et quand elle le voulait, elle était prête à tout. Si vous ne lui donniez pas, elle trouvait une façon de vous poursuivre pour l'obtenir. Bien qu'elle vive à Santa Monica, une communauté agréable au bord de la mer, Helen ne pense qu'à faire des affaires. Elle fait des menaces de litige afin d'obtenir ce qu'elle désire. C'est un moyen facile de faire de l'argent, mais je crois qu'elle le voyait surtout comme une autre façon de menacer et manipuler les gens. Olga Rutherschmidt voit le jour à des milliers de kilomètres de là, en Hongrie, en 1933. Elle a grandi dans une communauté déchirée par la guerre. Elle était en Hongrie à une époque désespérée où il fallait être intelligent et astucieux pour survivre. Il fallait manipuler pour obtenir ce dont on avait besoin et c'est ce qui a influencé son caractère pour le reste de sa vie. Elle épouse un Hongrois et le couple immigre aux États-Unis en 1957. Ils n'ont pas d'enfants. Ils emménagent dans un appartement à Hollywood et Olga se bâtit rapidement une réputation dans l'immeuble. Olga était la toquée de l'immeuble. On se tenait loin d'elle. Elle se plaignait et s'emportait au sujet de choses qui n'avaient aucun sens. Olga se plaint fréquemment du bruit et demande constamment que l'on fasse des réparations dans l'immeuble. Elle obtient un certificat d'études en électrolyse, mais elle travaille rarement. Helen et Olga se rencontrent pour la première fois dans un club de mise en forme. 2 femmes dans la cinquantaine, attrayantes et soucieuses de leur apparence. Helen était la meneuse et Olga était prête à tout. Elle constate qu'elles ont plusieurs choses en commun, dont un désir de faire de l'argent facilement. Elle décide de charmer pour duper. Helen était très douce et avait cette belle voix traînante typique du Texas qui, j'en suis certaine, rendait les hommes fous. Elles étaient conscientes de leur pouvoir d'attraction. Elles étaient toutes deux très intelligentes et elles profitaient probablement de chaque homme qu'elles rencontraient.
Le club de mise en forme est pendant un moment un endroit propice aux nouvelles rencontres. Les hôtels de la région sont également des lieux idéaux pour divertir les imprudents. Mais Helen et Olga ont des goûts luxueux. Elles se faisaient passer pour des femmes en moyen dans des hôtels de luxe et profitaient des hommes. Elles les séduisaient et les attiraient pour ensuite les voler. Elles semblaient toujours dénicher des hommes qui avaient de l'argent. Et elles avaient toutes sortes de plans pour les voler. Elles volaient de l'argent et des cartes de crédit. Les hommes avaient extrêmement honte et ne voulaient pas contacter les policiers, alors nous ne savons pas combien de victimes elles ont faites. Elles représentaient en quelque sorte le pire cauchemar pour un homme. Elles étaient belles, séduisantes, exotiques et profitaient totalement d'eux. Mais Helen croit que le litige est la meilleure façon de faire beaucoup d'argent. Et Olga est prête à apprendre cet art de l'escroquerie. Je crois que lorsqu'elle a rencontré Helen Golay, Olga a développé une amitié basée sur l'envie. Elle voulait être Helen et posséder ce qu'elle avait. Elles font des menaces de poursuite de plusieurs millions de dollars dans l'espoir qu'on leur verse de l'argent avant que la poursuite ne se rende en cours. Après des années de vol en duo, Helen et Olga mettent au point un plan plus sinistre qui implique un endroit inusité. Cette fois, leurs victimes seront des hommes frappés par la malchance qui sont dans le besoin. My name is Olga. Did I already say that? Helen Golay et Olga Rotherschmidt ne sont pas les suspects habituels d'une affaire de meurtre. Les deux dames de 70 ans, en apparence charmantes, sont en fait des arnaqueuses. Mais les policiers soupçonnent leur petit jeu d'être maintenant meurtriers. En 1997, Helen et Olga commencent à fréquenter une église qui sert des repas aux itinérants. Nous savons qu'Helen possédait plusieurs appartements. Je soupçonne que certains d'entre eux étaient vacants et je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elle avait songé à faire de l'argent avec ces appartements sans même les louer. C'est peut-être ce qui l'a incité à élaborer ce plan. L'église presbytérienne de Hollywood a un programme important qui attire chaque semaine des centaines de sans-abri. Il y a environ 80 000 sans-abri dans le comté de Los Angeles et environ 15 000 lits disponibles dans les refuges. L'un des bénévoles est venu me présenter deux femmes qui venaient nous visiter. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Helen et Olga. Elles semblaient très gentilles, du type grand-mère. J'ai d'abord cru qu'elles voulaient faire du bénévolat avec nous le dimanche suivant. Paul Vados est un habitué de l'endroit. J'ai rencontré Paul Vados au milieu des années 90 grâce à notre programme du dimanche après-midi pour les sans-abri. C'était un homme sympathique. Il avait des traits européens très particuliers. Nous discutions de temps à autre. Le bénévolat n'était qu'une façade. Il n'était pas difficile d'y trouver un homme qui avait besoin d'attention. Et si Helen et Olga pouvaient attirer un homme avec un sourire, cet accent européen et cette voix traînante du Texas, il serait facile de poser les bonnes questions pour déterminer si cet homme correspondait au genre de victime qu'elles recherchaient. Elles avaient besoin de quelqu'un qui avait peu de proches ou qui n'était pas de la région parce qu'elles ne voulaient pas que des membres de la famille posent des questions. Elles hébergent Paul Vados dans l'un des appartements vacants de Helen. Elle lui offrait leur aide, un endroit où habiter, de la nourriture et des vêtements, puis l'emmenait voir un médecin. Et c'est le genre d'aide dont ces hommes avaient besoin. Ils étaient désespérés et acceptaient la charité. Paul n'arrive pas à y croire. Un bon samaritain allait l'aider.
lui offrir un lit et un toit. Il était alors au 7e ciel. Et si tout ce qu'il fallait était une signature à l'occasion, eh bien, il le ferait. Helen et Olga prennent des polices d'assurance vie au nom de Paul Vados et prévoient en partager l'indemnité. Sur chaque police d'assurance, Helen prétend être la fiancée de Paul et Olga, une cousine lointaine. Sans le dire à Olga, Helen prend 3 autres polices pour lesquelles elle recevra la totalité de l'argent. Cette arnaque demande beaucoup de travail. Les 2 femmes devaient l'héberger pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que les polices d'assurance ne puissent être contestées. Helen était sans aucun doute le cerveau de l'opération. C'était une femme d'affaires très déterminée et sans pitié. Elle payait les primes d'assurance, le coût du loyer et la nourriture. Olga s'acquitte de la tâche d'infirmière à domicile. Monsieur Vados était plutôt frêle. Il ne pouvait prendre soin de lui-même et Olga Rutherschmidt venait tous les jours pour le laver et le nourrir. Paul et Olga sont tous deux des immigrants hongrois, ce qui sans aucun doute ravive la confiance du sans-abri. Le 8 novembre 1999, Paul Vados est retrouvé mort, écrasé dans une ruelle. Il faut être très confiant pour tuer quelqu'un, attendre un moment, puis se rendre au poste de police pour signaler la disparition de la victime. Le service de police de Los Angeles rend le corps de Paul Vados à Helen et Olga, qui l'inhument sans pierre tombale. Elles n'étaient pas des femmes de 70 ans comme les autres. De toute évidence, elles n'avaient aucun respect pour la vie humaine et étaient prêtes à profiter des gens les plus vulnérables. Elles avaient planifié le crime jusque dans le moindre détail afin de s'éviter de l'anxiété. Elles n'avaient pas peur qu'on les attrape parce qu'elles croyaient avoir bien planifié chaque aspect du crime. Au mois d'août de l'an 2000, après une attente d'1 an, les polices d'assurance vie sont toujours en traitement. Helen et Olga n'ont pas encore reçu d'argent. Dans un effort désespéré, Olga contacte l'un des assureurs et demande qu'on lui verse sa part avant celle de Helen. Mais la banque refuse. Pendant ce temps, Helen utilise la tactique habituelle qui s'avère toujours aussi efficace. Elle menaçait de les poursuivre et envoyait des tas de lettres. Les chèques arrivent rapidement. Le plan est un franc succès. Helen et Olga reçoivent des compagnies d'assurance un total de 600 000 $. Elles peuvent maintenant célébrer et profiter de leur argent. Puis, un coup de chance pour Helen. Un ancien collègue du milieu de l'immobilier meurt subitement et elle saute sur l'occasion. Elle obtient une procuration et prend possession de 13 des propriétés de ce collègue, dont 2 sont situées à Playa del Rey, une communauté aisée au bord de la mer. Lorsqu'il est décédé, dans des circonstances mystérieuses, Helen a rapidement réclamé plusieurs de ses propriétés, à la grande consternation de la famille de la victime. Helen s'offre une chirurgie esthétique, des vêtements griffés et un VUS de marque Mercedes. Une fois de plus, Olga est jalouse et se contente de la seconde place.
Elle vivait dans un petit appartement à Hollywood et je crois que lorsqu'elle a rencontré Helen Goley, elle a développé une amitié basée sur l'envie. Mais les deux femmes ont hâte de planifier une autre arnaque. Cette fois, elles sont déterminées à parfaire leur plan afin de récolter encore plus d'argent. Elles avaient toutes les raisons de croire qu'on ne les attraperait pas parce qu'elles s'en étaient bien tirées par le passé. Pendant 2 décennies, Helen Goley et Olga Rutherschmidt utilisent leur âge et leur apparence pour commettre des vols, des fraudes d'assurance et même des meurtres sans être démasqués. Ces deux vieilles dames de 75 et 77 ans planifient encore des meurtres. Et on se demande comment quelqu'un peut en arriver là. On ignore si elles étaient motivées par la cupidité ou si, au cours de leur vie, elles n'avaient jamais vraiment fait attention aux autres. Mais on finit par se faire une image de ces deux femmes comme étant des meurtrières sans pitié. Ce qu'elles ignorent est que les policiers de Los Angeles ont déjà flairé l'affaire. La première fois que j'ai vu les photos des deux suspectes, je ne pouvais pas croire qu'elles étaient visées par une enquête pour meurtre. En psychologie, nous avons le concept de dissonance cognitive. La dissonance cognitive survient lorsqu'une image que nous voyons ne correspond pas à l'histoire derrière elle. Ainsi, à la vue de deux vieilles dames, on s'imagine qu'elles sont douces, gentilles et généreuses. Mais l'histoire que l'on nous raconte est horrifiante parce qu'elle ne correspond pas à nos attentes. En 2002, les profits qu'ont fait Helen et Olga avec le meurtre de Paul Vados se sont effrités, tout comme leur amitié. Leur relation était complexe parce qu'elles se faisaient confiance entre voleuses. Chacune d'elles savait que l'autre pouvait la dénoncer. En septembre 2002, le duo est à la recherche d'une nouvelle victime. Comme elles l'ont fait avec Paul Vados, elles trouvent leur prochaine cible à l'église presbytérienne de Hollywood. Kenneth McDavid a 50 ans, est originaire du nord de la Californie et n'a plus de contact avec sa famille. Ken était mon grand frère. Il m'aidait avec mes devoirs. Il aimait beaucoup la musique et jouait de plusieurs instruments. Nos deux parents travaillaient 40 heures par semaine et c'est Ken qui s'occupait des repas. Il travaillait à la radio et avait quelques emplois qu'il ne gardait pas bien longtemps parce qu'il avait de la difficulté à se concentrer. Kenneth McDavid était un homme intelligent. En fait, selon certains de ses amis qui sont venus nous rencontrer par la suite, il était auteur et écrivait des histoires. Il vivait une période difficile et ces deux femmes sont arrivées à un moment où il avait besoin de leur aide. Je crois qu'il était conscient de l'arnaque. Il avait apposé sa signature sur plusieurs des polices d'assurance. Et selon moi, il avait probablement tellement besoin de leur aide qu'il était prêt à prendre ce risque. En tant qu'infirmière, j'ai travaillé avec des sans-abri. Quitter la rue n'a pas de prix et ils sauteront sur l'occasion de le faire. Je crois que Ken sentait que ces femmes étaient sincères. Elles ont fabriqué un tampon en caoutchouc avec la signature de la victime afin de pouvoir remplir plusieurs documents. Elles prennent en son nom 6 polices d'assurance qui totalisent 7 millions de dollars. Une fois de plus, le plan demande de la patience. Elles savaient qu'en Californie, les compagnies d'assurance ne peuvent contester la police après 2 ans. L'opération est très coûteuse. L'hébergement de Kenneth McDavid dans l'appartement coûte aux deux femmes près de 3 000 $ par mois en nourriture, en frais de loyer, en commodités et en primes d'assurance. Elles ont réfléchi pendant un moment à la façon de se lier d'amitié avec ces gens qui cherchaient de l'aide. Elles les aidaient en sachant très bien qu'elles ne faisaient que les engraisser avant de les abattre. Mais au fil des mois, le partenariat des deux femmes s'effrite.
Helen a même contacté le bureau principal de l'une des compagnies d'assurance à Syracuse, dans l'État de New York, pour savoir comment elle pouvait faire retirer l'autre bénéficiaire de la police d'assurance. La compagnie d'assurance refuse. 6 ans après la mort de Paul Vados, Kenneth McDavid est retrouvé mort dans une ruelle de Hollywood. Helen et Olga ont utilisé le délit de fuite parce que c'était un moyen sûr. Elles n'avaient pas à se salir les mains, elles n'avaient qu'à s'enfuir. Je suis certain qu'une part d'elle-même se disait que personne ne se soucierait que ces deux sans-abri aient été heurtés par des voitures. On allait croire qu'ils étaient encore ivres et qu'ils avaient été percutés par une voiture en titubant dans la ruelle. Après 2 ans, les 2 hommes ne leur servaient plus à rien. Ils étaient en fait des hommes morts. Nous croyons que puisque M. McDavid avait 50 ans et qu'il était aussi beaucoup plus fort physiquement que M. Vados, qui avait 73 ans, les 2 femmes ont dû le droguer afin de pouvoir le coucher dans la ruelle pour l'écraser. On a organisé une force opérationnelle qui impliquait le département des homicides du service de police de Los Angeles, le département des assurances et le FBI. Helen Goley et Olga Waterschmidt sont maintenant le centre d'attention de 2 enquêtes distinctes. L'une au sujet de la fraude d'assurance et l'autre au sujet du meurtre. Tous ceux qui étaient impliqués dans l'enquête étaient inquiets parce que les 2 suspects étaient toujours en liberté. Elle pouvait commettre un autre meurtre à tout moment. Cela a toujours été une grande inquiétude au cours de l'enquête et un rappel que nous devions agir le plus rapidement possible pour recueillir suffisamment de preuves afin de procéder à leur arrestation avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Pendant ce temps, Helen et Olga sont placées sous surveillance constante. Les enquêteurs découvrent que Paul Vados avait une fille. La fille de M. Vados était bouleversée. Son père l'aimait beaucoup. Il dansait avec elle et lui avait appris le tango, la mécanique automobile et comment réparer une crevaison. En consultant de vieux registres d'emploi, les policiers retrouvent près de Sacramento la famille de Kenneth McDavid. On m'a appelé pour me dire que l'enquêteur Dennis Kilcoyne voulait me parler au sujet de mon frère Kenneth, qu'il avait des nouvelles troublantes, mais qu'il préférait me rencontrer en personne. Je savais que quelque chose n'allait pas, qu'on ne nous donnerait pas de bonnes nouvelles. Ils ignoraient même que Kenneth était décédé. Ils n'en avaient aucune idée. Ils avaient perdu contact avec lui depuis un bon moment. Lorsqu'on mentionne les 2 vieilles dames, les proches de Kenneth McDavid sont surpris. Ils n'ont jamais entendu parler de Helen Goley et d'Olga Waterschmidt et sont outrés par les réclamations d'assurance. L'étape la plus difficile était de consulter les nombreuses pages des dossiers d'assurance. On a commencé à y voir beaucoup de contradictions. Par exemple, dans l'une des réclamations, les suspects déclaraient que l'une d'elles était la fiancée de la victime, alors que dans une autre, elle prétendait qu'elle était une partenaire en affaires, ou encore une cousine ou une parente. Les équipes de surveillance font enfin une percée. Les enquêteurs chargés de suivre Olga Waterschmidt sont témoins d'une rencontre suspecte entre elle et Joseph Gabor, un homme qui est lui aussi hongrois et qu'elle a rencontré grâce à un ami commun quelques semaines auparavant. Nos hommes suivaient Olga, qui rencontrait un homme âgé sur des petites rues transversales, et cela pour lui faire signer des documents. Je me disais qu'on ne pouvait pas rester impassible pendant que les 2 femmes commettaient un autre meurtre. Nous devions les arrêter immédiatement. Les enquêteurs découvrent que Helen et Olga ont pris près de 25 polices d'assurance au nom de leurs victimes. Le 18 mai 2006, les 2 femmes sont arrêtées pour fraude. Helen était vraiment arrogante. Elle demandait
Comment osez-vous nous arrêter? Et nous disait que nous n'avions que des preuves de fraude postale et que nous perdions notre temps. Elle nous demandait pourquoi nous ne cherchions pas de vrais escrocs. Ils n'avaient pas assez de preuves à ce moment-là pour porter des accusations de meurtre. Alors le FBI et les procureurs ont déclaré qu'il s'agissait d'une fraude postale afin de garder les deux femmes en détention. Un grand jury fédéral inculpe Helen Golay et Olga Rotherschmidt sous 10 chefs d'accusation de fraude. Une partie de la structure psychologique des deux femmes était qu'elles croyaient pouvoir échapper à toutes ces accusations. Elles se croyaient plus futées que les policiers, les compagnies d'assurance et les proches des victimes. Elles croyaient qu'elles avaient réfléchi à tout. Une fraude est loin d'être un meurtre. Et sans preuve flagrante, Helen et Olga seront bientôt libres à nouveau, à la recherche d'une troisième victime. En 2006, les autorités arrêtent enfin Helen Golay et Olga Rotherschmidt après 20 ans d'activité criminelle. Les deux grands-mères arnaqueuses sont les principales suspectes des meurtres de 200 abris. Nous avons essayé de les interroger séparément, mais elles ne voulaient pas nous parler. Alors, je les ai placées ensemble, dans une pièce qui était sous écoute. Nous le faisions régulièrement avec des criminels dans l'espoir qu'ils déclarent quelque chose ou qu'ils aient une conversation. Why did you make all them extra insurances? There's a limit. You can't do that many. You were greedy. That's the problem. No, we're gonna go to jail, honey. They're gonna lock you up. Helen ne pouvait la faire taire. Be quiet. They could be We have listening. to Helen a dit à Olga de se taire. regard. Say any. Listen to me. Elle a dit, ils n'ont qu'une fraude postale contre nous. Whatever you feel, Olga ne se taisait pas parce qu'elle était maintenant en colère. it's not me, but learn your lesson. Don't be so greedy and appreciate your friendship, but you don't. Helen révèle ce qu'elle prétendra si on lui demande pourquoi les victimes lui ont permis de bénéficier financièrement de leur mort. Because he loved us and he wanted to be part of our family. Les deux femmes savaient qu'elles pouvaient se faire confiance jusqu'à un certain point. Mais chacune d'elles savait aussi que l'autre se tournerait contre elles si jamais elles étaient accusées. Helen était très silencieuse sur la vidéo et elle tentait de se dissocier d'Olga. Honnêtement, je crois qu'elle cherchait un moyen de faire croire que c'était Olga qui avait planifié l'opération et que c'était elle la meneuse. Pendant que les deux femmes sont détenues, les enquêteurs fouillent leur résidence. Helen classait ses documents de façon méticuleuse. C'était impressionnant. Ses dossiers étaient bien rangés et classés en ordre chronologique. Il y avait une note dans l'un de ses agendas où étaient inscrits quelques chiffres d'un numéro d'immatriculation et aussi un numéro d'identification de véhicule. Il s'agit des numéros d'immatriculation et d'identification d'une voiture familiale de marque Mercury Sable, le même type de véhicule qui avait écrasé le corps de Kenneth McDavid, capté sur les vidéos de surveillance. Ce véhicule avait été acheté par les suspectes et nous a permis de remonter jusqu'à une police d'assurance qu'elles avaient par le biais de leur assurance automobile. Quelques semaines après le meurtre, la voiture est abandonnée, mise à la fourrière, puis vendue aux enchères. C'était maintenant une jeune famille du centre-ville de Los Angeles qui possédait la voiture. 11 mois après la mort de Kenneth McDavid, les policiers examinent le véhicule à la recherche d'indices. Nous avons pris des photos et relevé des empreintes digitales, mais nous n'avons rien trouvé. Alors nous avons contacté la police de la route de l'État de la Californie et ils ont envoyé leur équipe d'enquête des accidents majeurs pour fouiller minutieusement la voiture. Ils ont examiné le dessous de la voiture et ont trouvé le sang et l'ADN de M. McDavid. La voiture était en fait l'arme du crime. L'odomètre montrait que la voiture n'avait roulé que 295 km depuis son achat. Helen et Olga ne l'avaient donc pas acheté pour faire des courses, ni comme second véhicule. Elles l'avaient acheté pour tuer. Lorsqu'on lui expose la preuve,
Helen nie avoir possédé la voiture. Les policiers fouillent son quartier et trouvent une photo prise par un voisin qui montre la voiture garée près de la résidence de Helen. Puis, chose encore plus incriminante, une remorqueuse a récupéré une Mercury sable près de la ruelle, juste après le meurtre de Kenneth McDavid. C'était vraiment l'une des pièces finales du casse-tête qui plaçait Helen avec la voiture sur la scène du meurtre. Si elles avaient tout simplement abandonné la voiture, rien ne les aurait liées au véhicule. Mais elles ont paniqué et Helen a appelé le service d'assistance routière et utilisé sa propre carte pour faire déplacer la voiture. C'était une grave erreur. Les policiers croient que Helen et Olga ont acheté la voiture en 2004, soit 1 an et demi avant le meurtre. Cela correspond au temps qu'elles ont mis à planifier le meurtre, au paiement du loyer, des commodités, des primes d'assurance. Tout cela en sachant que le temps était compté pour ces hommes. Et aussi que la voiture serait utilisée ce soir-là. Le 18 mars 2008, Helen et Olga subissent leur procès pour les meurtres de Paul Vados et de Kenneth McDavid, ainsi que pour avoir comploté le meurtre éventuel de Joseph Gabor. Elles ont beaucoup vieilli au cours de leurs 2 années de détention. Leurs cheveux ont beaucoup grisonné et je crois que ça leur donnait un air sympathique. Sans témoins oculaires et avec 2 défendresses qui semblent innocentes, on ne peut prédire le dénouement de l'affaire. L'âge des 2 dames nous a toujours préoccupés au cours de la poursuite. Il est inhabituel qu'une femme de plus de 70 ans soit la défendresse dans une affaire de meurtre. La poursuite reposait donc sur l'assemblage de près d'une centaine de pièces de casse-tête. La majeure partie de la preuve concerne Helen, qui, selon les procureurs, est le cerveau de l'opération. Helen est purement diabolique. C'est une femme tordue. Prouver la culpabilité d'Olga est plus difficile. Nous n'avions pas de preuve de sa présence sur la scène du crime. Nous avons dû expliquer au jury la loi sur le complot et comment elle avait aidé et encouragé. Un homme qui aurait pu, selon nous, être leur 3e victime est venu témoigner et a expliqué au jury la façon de procéder des 2 femmes, comment elles l'avaient approché et attiré. Heureusement, il s'était échappé et était là pour en parler. La poursuite espère que la vidéo tournée dans la salle d'interrogatoire suffira à convaincre le jury. Je crois que la vidéo a montré au jury à quel point ces femmes étaient avides d'argent. Elles ne parlaient que de l'argent qu'elles voulaient encore récolter. Money. All of them. All of the insurance. But money got this. It's money. Money did this. I know. So money is. I told you. Sur la vidéo, Helen et Olga discutaient comme s'il ne s'agissait que d'une simple transaction d'affaires. Alors que pour moi, il s'agissait de la mort de mon frère. Elles n'avaient aucun remords. Les placer dans cette salle d'interrogatoire et enregistrer leurs conversations était du travail d'enquête formidable. Le verdict a été rendu après quelques jours. Helen Golay a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Le jury a besoin de plus de temps pour étudier le cas d'Olga, mais elle est finalement reconnue coupable, elle aussi. C'était elle qui avait établi une relation de confiance avec chacune des victimes. Elle avait prétendu prendre soin des 2 hommes alors qu'elle savait qu'elle allait les tuer. C'était elle qui avait investi du temps pour tirer profit de ces hommes, alors que Helen Golay avait fourni les ressources et s'était tenue à distance. Je dirais que Helen Golay n'était pas nécessairement la plus diabolique des 2. Helen Golay et Olga Rotherschmidt sont reconnues coupables de meurtre au 1er degré et de complot pour meurtre et sont condamnées à l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération. Le jury a pu voir qu'elles n'étaient pas des grand-mères douces, paisibles et gentilles. Elles étaient des meurtrières. Les familles des victimes trouvent un peu de consolation dans le verdict de culpabilité. Les procureurs parviennent également à retirer la dépouille de Paul Vados de la tombe d'indigents où Helen l'avait fait inhumer. Elle l'avait fait inhumer dans un cimetière sans pierre tombale, privant ainsi la famille de vivre son deuil, mais aussi d'une messe funéraire. Notre procureur général a recueilli des fonds pour faire déplacer sa dépouille dans un meilleur endroit pour la famille. Malheureusement, on ne peut faire la même chose pour la famille de Kenneth McDavid. On ne peut tourner la page parce qu'on ne nous a jamais rendu la dépouille de Ken. Monsieur McDavid a été incinéré et nous ne savons pas où se trouvent ses cendres. Au cours du procès, nous avons tenté à plusieurs reprises de faire dire à Helen Goley où se trouvaient ses restes, afin que la famille de la victime puisse tourner la page. Mais cela aurait été une admission de culpabilité de sa part. La seule justice que nous avons est que ces deux femmes passeront le reste de leurs jours en prison. Dans leur cas, la prison à vie est en fait une condamnation à mort, parce qu'elles ne seront jamais libérées. Elles mourront en prison.